Sénécartour vous offre votre émission Champion. Ce lycée, en plein cœur de la banlieue, a su se hisser parmi les meilleurs au niveau national. La banlieue, à Guédiawaye. Pour ceux qui ne reconnaissent pas cette infrastructure, c'est le lycée Limamoulaye de Guédiawaye. L'un des plus grands lycées du pays, l'un des plus grands lycées de Dakar, mais également du pays, je dirais, par l'infrastructure, mais aussi par son effectif. On est en fin d'année et cette cérémonie que vous voyez dans la cour, c'est la cérémonie de remise des prix. Un grand moment de communion entre les élèves, bien sûr, le personnel enseignant, les parents d'élèves, mais également tout ce monde qui gravite autour de l'école. Une autre cérémonie s'est déroulée il y a quelques jours au Grand Théâtre, le concours général 2016. Et comme depuis plusieurs années, le lycée Limamoulaye s'est retrouvé dans le peloton de tête. Derrière Mariama Ba, deuxième, à un cheveu du lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée. Ce lycée, en plein cœur de la banlieue, a su se hisser parmi les meilleurs au niveau national. Ce statut, cette réputation, ce lycée, un homme y a joué un rôle prépondérant. Et cet homme, aujourd'hui, on ne peut parler du lycée Limamoulaye sans le citer. Nous sommes allés à sa rencontre. Il s'agit de M. Souleymane Diop, un enseignant qui s'est donné corps et âme pour son métier et qui en a fait un viatique. Nous allons à la rencontre de cet homme, de cet enseignant, ici dans ce lycée où il a eu à servir pendant près de 10 ans. Et merci de nous accueillir ici à Guédiawaye au lycée Limamoulaye. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà, merci donc encore une fois, M. Diop, de nous recevoir ici, je dirais, dans votre maison. Merci. Puisque dans ce lycée Limamoulaye, vous avez eu à servir pendant une dizaine d'années. Nous sommes ici à la salle des profs. Et dehors, dans la cour, il y a la cérémonie de remise des prix qui se déroule. C'est le dernier jour d'école. Il y a quelques jours, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction, il y a eu le concours général et le lycée Limamoulaye était également présent dans le peloton de tête. Tout ça réuni doit vous rappeler bien des souvenirs quand vous vous retrouvez aujourd'hui dans cette salle des profs. Ah oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, surtout le concours général, parce que nous avons formé une équipe et qui s'est toujours battue pour que le lycée Limamoulaye soit dans le peloton de tête. Et en ce moment, c'était le Britannique militaire qui était toujours premier. Oui. Et vraiment, nous sommes réunis, nous avons fait une réunion spéciale pour dire que notre objectif, c'est de battre le Britannique militaire et d'être premier. On était toujours deuxième derrière le Britannique militaire. Bon, ça ne s'est pas fait avec moi, mais 2 ans après mon départ à la retraite, le lycée Limamoulaye a été premier devant le Britannique militaire. C'est-à-dire en 2007. C'était en 2007. Vous avez quitté en 2005. Oui, j'ai quitté en 2005, donc c'est en 2007. Et le lycée Limamoulaye a été premier. Et même absent du lycée, en dehors du lycée, je me suis dit, mission accomplie. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'autant plus que nous avons eu à rencontrer vos anciens collaborateurs, mais également votre successeur ici au lycée Limamoulaye, M. Baïssar. Vous allez le suivre dans ce reportage que nous allons vous montrer tout à l'heure. Donc, nous allons faire plus ample connaissance avec notre invité Souleymane Diop, qui est le prototype même de l'enseignant, comme on l'a connu au bon vieux temps. Sa vie pourrait se résumer à la craie et au tableau, même s'il y a eu quelques parenthèses dans des cabinets ministériels. Nous allons suivre ce reportage que nous avons intitulé Souleymane Diop, l'enseignement en sacerdoce. Un reportage signé FC Média. Ceux qui connaissent bien la ville de Guédiawaye reconnaîtront facilement ces images. Nous sommes à l'entrée du lycée Seydina Limamoulaye, le plus grand certainement de par sa superficie de tout le Sénégal. 40 000 m² avec un effectif de près de 5 800 élèves. Presque une université par sa taille et son contenu. Créé le 19 mai 1978, l'autre particularité de cet établissement scolaire est qu'il se trouve en pleine banlieue dakaroise, au quartier Ndiarème Limamoulaye, dans la ville de Guédiawaye. Et c'est un lycée d'excellence. Une réputation forgée à travers des années d'un travail acharné, auquel a participé de fort belle manière cet homme, Souleymane Diop. Proviseur de l'établissement de 1996 à 2005, des années durant lesquelles il a su imprimer sa marque à la tête d'une équipe dévouée et passionnée par l'enseignement. Le lycée formait une famille finalement. Le bureau du chancelier n'était jamais fermé. Les professeurs entraient comme ils voulaient. On discutait de tout. Donc, on mettait tout le monde à l'aise. Et Souleymane,
on s'est complété en fait. Parce qu'on n'a jamais décidé de quelque chose sans une concertation ferme et ficelée, s'arrêter là. Même quitte à se battre après dehors. Donc, vous voyez, tout le monde était content d'être à Limamoulaye. Le travail des titans dont parle l'ancien censeur, l'actuel proviseur Mbaye Sarr en a hérité et cela a constitué une base solide de son travail à la tête du lycée. C'est d'abord l'organisation pédagogique et la création d'un état d'esprit gagneur dans ce lycée-là. Pour un enseignant qui a fait plus d'un quart de siècle dans le circuit avant d'arriver dans ce lycée, 5 ans au lycée d'Ignabo, de Ziguinchor, 19 ans au lycée d'application Seydou Nourou Tall de Dakar, il reconnaît quand même une particularité à Limamoulaye. Ici, j'ai trouvé une organisation vraiment que je ne trouvais pas ailleurs. Pour chaque matière, on a un bureau de cellules. Chaque matière, les professeurs sont regroupés en cellules et chaque cellule a un bureau. Donc quand j'ai trouvé ça, je l'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une organisation qui fait que ça permet d'impulser l'excellence. C'est une mine d'or en termes de pédagogie. Limamoulaye est aussi reconnu comme un abonné du podium au concours général. Moustapha Lo, du lycée Seydina Limamoulaye, premier accessible de sciences physiques. Cet élève-là a obtenu la mention bien au bac. Moustapha Lo. Ces résultats de ces dernières années sont le fruit du travail de toute une équipe à la tête de laquelle se trouvait le professeur Souleymane Diop, dont Tidiane Bob, son ancien censeur, magnifie la collaboration. Souleymane est un homme qui aime beaucoup les études, qui aime vraiment faire un travail bien fait. Il n'a pas d'égal en ça. Il aime extrêmement travailler, il aime l'enseignement. Vous savez, d'ailleurs, au moment de sa retraite, il m'a dit, Tidiane, mais si l'État voulait, il pouvait ne pas me payer et que je continuais à gérer le lycée Limamoulaye par amour. Son amour pour le travail bien fait. Un homme dont son successeur a également salué le travail. Que c'était un monsieur rigoureux qui aimait son travail, qui aimait beaucoup son travail. Parce que quand je suis venu, je l'ai appelé au téléphone pour lui dire je voudrais passer pour faire avec vous une étude des documents. Donc vous me montrez comment on fait la gestion pédagogique, la gestion administrative, la gestion matière, la gestion financière, etc. Vous me dites avec beaucoup de plaisir, vous venez quand vous voulez. Il faut mettre en place un emploi de temps. On a mis en place un emploi de temps et je l'ai respecté, il l'a respecté. Et il m'a beaucoup apporté en termes de documentation d'aide par rapport à ces différentes formes de gestion. Un héritage sur lequel il n'a pas hésité à s'appuyer lors de son magistère. Ce qui était très difficile, c'est de maintenir les effectifs parce que vraiment, le processus, je n'ai pas utilisé ce processus-là. Parce que dans sa démarche, si l'élève régressait en composition au deuxième semestre, il lui faisait passer un examen blanc, un examen de passage. Donc, s'il réussit à l'examen de passage, il passe en classe supérieure. S'il ne réussit pas, ou bien il est exclu. Donc, ça permettait d'avoir des effectifs réduits pour avoir que les bons élèves passer en classe supérieure. La gestion des fréquentations, aussi bien des élèves que des personnels, avec le rapport de fin de journée. Le rapport de fin de journée, chaque fin de journée, il y a un surveillant général qui gère chaque bâtiment et il donne des informations sur les absences des professeurs, des surveillants et des élèves. Il donne des informations sur l'état matériel du bâtiment. Donc chaque jour, chaque surveillant général fait ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et que j'ai gardé, je n'ai rien modifié, photocopié, collé à tout. Je n'ai aucune modification par rapport à ça. Souleymane Diop, c'est quelqu'un qui a voué sa vie à l'enseignement. Titulaire d'un baccalauréat comme candidat individuel, suivi d'une licence en philosophie, il exercera comme instituteur avant de devenir maître d'internat, puis entraînera son premier poste de professeur de philosophie au lycée Vanvola-Noven devenu Lamine Gueye. Son premier poste de censeur, ce sera au lycée Malick Sy de Thiès de 1970 à 1984.
Après, il quittera l'enseignement pour occuper le poste de secrétaire général de la Conférence des ministres de l'éducation des pays francophones de 1984 à 1989. Puis il ira rejoindre le cabinet du ministre Djibo Letika comme conseiller technique. Un ami, comme il le souligne lui-même, qu'il suivra dans ses différents postes ministériels au plan, à l'éducation nationale, au ministère de l'Intérieur et aux Affaires étrangères. En 1996, il retourne à l'enseignement au lycée Limamoulaye comme proviseur où il effectuera un travail remarquable. Tout le monde avait mis la main dans la pâte. On a eu à déceler même des élèves qui avaient des lacunes, mais parce qu'ils habitaient loin. Mais ces derniers étaient pris en charge à la cantine scolaire. Ils prenaient le petit déjeuner. Ils avaient le déjeuner à midi. Et je leur donnais 5 000 francs pour leur billet de transport pour le mois. Parce que les inscriptions des élèves, c'est des ressources additionnelles. Abdoulaye Fane, aujourd'hui cadre à la Sonatel, était jeune élève à Limamoulaye durant le magistère du professeur Souleymane Diop, un proviseur qui l'a si bien marqué au point qu'il est devenu un modèle pour lui. C'est quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait. Et je le cite souvent quand je discute avec mes amis. Quand on parle de personnes engagées, de personnes qui peuvent gérer, faire bouger ce pays-là, je le cite comme exemple. Et moi-même, je le prends comme référence dans le cadre de mon boulot. Je suis actuellement ingénieur à la Sonatel. Et dans le cadre de mon boulot, des fois, quand je dois, j'ai des postes de responsabilité, quand je gère des difficultés, je me pose souvent la question, que ferait M. Diop face à cette situation? Donc c'est une personne que je prends comme référence. Il nous a beaucoup marqué en fait. Et il continue à me marquer. Le professeur Diop, mû par son rôle d'enseignant consciencieux, aura sans le savoir beaucoup influé dans la trajectoire de ce jeune élève à l'époque. Moi j'ai eu mon BFM à Kaolack. Donc mais on a affecté mon père à Dakar. Donc on est venu à Dakar. On m'a orienté ici au lycée Limamoulaye, on m'a orienté à S1. Moi à ce moment je voulais faire la série F ou S3, je voulais faire la technologie. Donc lorsque j'ai vu l'orientation, je suis allé dire à mon père, non je ne veux pas faire S1, je veux faire F. Donc mon père, comme son enfant lui dit que je veux faire telle chose, il s'y met. Donc il est venu au lycée pour négocier pour qu'on m'oriente à F ou bien S3. Donc le proviseur l'a reçu, il a regardé mes résultats, il a dit que non, cet élève c'est un élève de S1. Donc il faut qu'il aille à S1. Donc là, ça m'a marqué du fait que moi je suis allé à S1, je ne savais pas. Mais je suis allé à S1 et ça a fait que j'ai fait un parcours et je suis devenu ingénieur. Donc là, il m'a orienté, il m'a recadré. Et là, vraiment, je lui dis merci. Une relation qui a par la suite dépassé le cadre de l'école et s'est imprimée tout simplement dans le cours de leur vie. Je suis parti faire mes études supérieures. Je suis revenu un jour, on s'est rencontrés dans une librairie. Donc là, je l'ai reconnu, je me suis présenté, je lui ai dit que M. Diop, moi je suis un de vos anciens élèves du lycée Seydina Limamoulaye et vous m'avez beaucoup marqué. Là, je lui ai dit que je suis ingénieur, ça lui a fait vraiment plaisir, on a échangé de numéros. Depuis lors, on est resté en contact. Quand je baptise, je l'ai invité, il est venu à mon baptême, il connaît maintenant bien mon père. Et lui aussi, quand il a des événements chez lui, il m'invite et je passe. En cette matinée du 30 juillet 2016, c'est un parterre d'invités exceptionnels qui assiste à la cérémonie de remise des prix. Et le parrain de cette édition 2016 n'est personne d'autre que le ministre de l'Industrie et des Mines, Ali Ngouille Ndiaye, ancien pensionnaire du lycée, très fier de son ancien établissement. Nous sommes 4 dans le gouvernement et beaucoup d'anciens cadres de l'administration publique comme privée qui sont là aujourd'hui pour participer à cette cérémonie, qui est une cérémonie dont les élèves se souviendront toujours. Tout comme son collègue Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, lui aussi ancien pensionnaire de l'établissement. Dans les années 82-83 également, quand on venait ici, surtout dans les séries scientifiques et techniques, on pouvait dire qu'en ce moment, personne ne croyait qu'on allait avoir un bon encadrement, du bon matériel, et tout nous l'avons trouvé ici par rapport au lycée technique qui était là. Et ça nous a permis d'avoir d'excellents résultats. Et aujourd'hui, je crois que c'est le fruit, ce sont les bases des années 82 que nous voyons ici aujourd'hui. Partout. Tout à l'heure, je donnais au ministre Ali Ngouille Ndiaye le taux de réussite au niveau baccalauréat. Au niveau national, dans l'enseignement technique, on est à 52,7%. Et dans ce lycée Limamoulaye, on est à 74%. Ça veut dire que non seulement c'est un lycée qui est dans l'ancienne banlieue, parce que nous parlons maintenant de la ville de Guédiawaye,
Et c'est un lycée en termes de nombre d'élèves, de nombre d'apprenants, c'est plus de 5800, ce qui est rare au Sénégal. Mais malgré ça, nous avons des meilleurs résultats, ça nous réconforte et c'est ça notre fierté. Nous allons continuer à l'accompagner. La particularité de ce lycée a aussi marqué le parrain du jour qui compte lui aussi contribuer de façon notable à la bonne marche de l'établissement. J'avoue que depuis qu'on est sorti de ce lycée, d'abord nous avons été toujours marqués par l'esprit de famille qu'il y a eu dans ce lycée. Nous avons eu même à nous sortir d'excellents rapports avec les proviseurs qui sont venus bien après. Parce que même quand je sortais, je venais ici moi régulièrement. À chaque fois qu'il y avait un problème de Limamou Laye, c'est un problème qui m'intéressait. Et le maire Alioune Sall a proposé d'ailleurs que lui-même, en tout cas, qui nous a suggéré de faire une fondation où la ville sera là, mais également où les autres, les anciens de l'administration, que chacun puisse venir contribuer pour que cette fondation puisse porter également des projets aussi importants pour le lycée. De ces personnes qui l'ont marqué, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a cité le professeur Souleymane Diop, avec qui il a eu à entretenir de bons rapports. En fait, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le lycée. Très sincèrement, je pense d'ailleurs qu'il a non seulement bien encadré pendant qu'il était là. Et vraiment, il a gardé avec nous des rapports extraordinaires avec les anciens. À chaque fois qu'il avait des problèmes, il nous sollicitait, nous répondions et également nous avions eu à son niveau tout le soutien qu'il fallait. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le lycée et qui mérite vraiment des félicitations. Pour son dernier poste, le professeur Souleymane Diop l'aura marqué de son empreinte avec des résultats encore visibles bien des années après son départ. Et aujourd'hui, à 71 ans, il peut jouir tranquillement et fièrement d'une retraite bien méritée. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour, c'est un parc de prestige haut de gamme de toutes les grandes marques du monde à l'image des plus grands pays européens et américains. Sénécartour est une flotte de plus de 400 véhicules, dotés de toutes les options de sécurité et de confort les plus récents, de la berline à la luxueuse, en passant par l'utilitaire et le tourisme. Sénécartour a fini de séduire dans le transport lors des grandes rencontres internationales, les colloques, les séminaires, les conférences de haut niveau, grâce à une équipe dynamique dotée d'un savoir-faire pointu. Sénécartour, une nouvelle vision du transport. Voilà, merci donc et retour sur le plateau de champions. Merci à notre sponsor leader Sénécartour qui, je le signale, nous accompagne toujours dans cette saison 3 de champions. Merci également à la régie et nous allons donc poursuivre avec notre invité qui, je le rappelle, est M. Souleymane Diop, ancien proviseur du lycée Limamou Laye, où nous nous retrouvons, où nous sommes cet après-midi, ici à Guédiawaye. M. Diop, vous avez suivi ce reportage. Nous avons rencontré quelques-uns de vos anciens collaborateurs, disons parmi ceux qui occupaient des postes clés, notamment le censeur Yann Bob, mais également quelques professeurs comme Maïssa Ndong. Vous avez entendu leur témoignage et l'actuel proviseur, M. Maïssa, qui ont parlé un peu de tout ce travail que vous avez eu à faire par rapport, disons, à l'organisation, par rapport à la pédagogie, par rapport à l'identité que vous avez eu à donner à ce lycée Limamou Laye. Quand vous entendez tout cela, qu'est-ce que cela fait revivre en vous? Oui, c'est-à-dire, c'est un principe général pour tout chef, pour toute personne qui est à la direction d'un organisme. C'est qu'il faut toujours travailler en équipe. Si vous voulez être un bon manager, le meilleur manager, c'est le manager qui travaille avec une équipe, qui fixe les objectifs à atteindre, mais qui dégage avec son équipe les stratégies qu'il faut utiliser pour atteindre ces objectifs. Bon, donc, quand je suis venu, je me suis entouré d'une équipe. Et tout ce que nous avons fait au lycée Limamou Laye, c'est avec cette équipe. Ce n'est pas le proviseur pris tout seul, ce n'est pas le censeur pris tout seul, ce n'est pas le choix général, mais c'est une équipe. Et on a travaillé, on s'est fixé des objectifs, on a essayé d'atteindre ces objectifs. Maintenant, il faut aussi faire partager ces objectifs. C'est ça le doigté du manager.
Parce que si vous avez des objectifs, si vous ne faites pas partager vos objectifs par votre équipe, par vos collaborateurs, vous n'arriverez rien. Heureusement, j'ai eu des collaborateurs, j'ai pu former une équipe qui était plus engagée que moi dans la réalisation des objectifs, dans le travail, dans le sérieux, dans l'organisation, dans la présence au lieu du travail. Ils étaient même plus engagés que moi. Et c'est ça qui a permis qu'on a pu réaliser tout ce que nous avons pu faire dans ce lycée. Tout à fait. Et la dernière fois, en discutant avec vous, en préparant cette émission, vous me décriviez un peu l'état dans lequel vous avez trouvé ce lycée. Cela permet un peu de mesurer le travail qui a été abattu. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cela? Parce que c'était quand même assez ahurissant. Mais c'est par courage. Je suis venu dans ce lycée parce que personne ne voulait de ce lycée. Vraiment, ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ouais. Parce que le lycée était perturbé pendant toute une année, parce que le secrétaire d'État, Mme Amtetal, avait relevé le proviseur et l'ensemble du lycée était contre. Et pendant toute une année, c'était vraiment le bouillonnement et la crise au sein du lycée. Pour te dire, quand j'ai su qu'on avait mis le ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence André Sonko, a été obligé maintenant de déclarer le poste vacant, de mettre fin à l'exercice du proviseur qui devait assurer l'intérim et de déclarer le poste vacant. Alors, quand j'ai su ça, j'ai voulu postuler. Un membre éminent du ministère, pour te dire à quel point donc c'était vraiment risqué de vouloir demander ce lycée, m'a dit il ne faut jamais demander ce lycée Souleymane, parce que l'année prochaine, tout le système éducatif sénégalais va être bloqué et ça viendra du lycée Limamoulaye. C'est en 1995. C'était en 1995. À l'époque, vous étiez au lycée... Non, à l'époque, j'étais au ministère de l'Éducation nationale. J'étais avec M. Diboka au ministère de l'Intérieur. Il a quitté le gouvernement et j'ai rejoint mon ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Éducation nationale. Donc j'étais au ministère de l'Éducation nationale et c'est un de mes amis avec qui j'ai beaucoup collaboré quand j'étais conseiller technique, premier conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, Antoine Diboka. J'ai travaillé avec lui et nous avions tissé des liens d'amitié. C'est lui qui m'a dit il ne faut pas demander ce poste. J'ai dit malgré tout, laissez-moi, je vais voir. Donc, pour te dire, c'est un samedi après-midi, tout le lycée vide, que j'ai fait la passation de service avec le proviseur qui assurait l'intérim. Normalement, une passation de service doit se faire un jour ouvrable. Tout à fait. Un jour ouvré, comme on dit. Mais on ne voulait pas, on voulait la paix. L'inspecteur d'académie qui devait procéder à la passation voulait qu'il y ait une paix totale. Et il a dit on va faire ça le samedi après-midi et tout le lycée était vide. Quand il n'y aura personne. Quand il n'y aura personne. Bon, alors, je me rappellerai toujours le sourire sarcastique de l'inspecteur d'académie, qui est un ami d'ailleurs, qui a été mon censeur quand j'étais professeur au lycée Van Vollenhoven. Quand tu es sorti du bureau du proviseur, au moment de tourner, au moment où je le perdais de vue, il s'est retourné et s'est mis à rire. Et son rire, c'était Souleymane, tu vas voir. C'est cela que ça signifie. Donc, j'ai trouvé vraiment une situation terrible. Une situation terrible. D'abord, la crise, les parents d'élèves et l'administration du lycée ne s'entendaient pas. Les parents d'élèves et l'ensemble des élèves ne s'entendaient pas. Ensuite, au niveau des pratiques, il y avait des pratiques peu orthodoxes qui n'avaient rien à voir avec l'éducation. Il a fallu donc... on appelait l'ouverture de la classe la traite, comme il y avait la traite des arachides. Ah oui. C'est-à-dire, on m'a même dit qu'avant, il y avait des gens qui avaient leur table et qui recrutaient des élèves qui payaient. Et qui n'étaient pas du personnel enseignant, qui n'étaient pas de l'éducation. Oui, qui étaient certainement du personnel enseignant. Je ne parle pas de la haute administration du lycée, mais vous savez. Et
les élèves disaient ici, quand on redouble, c'est que vraiment, on n'est pas un homme. Parce que si on sait se débrouiller, on ne redouble pas. Ah oui. Oui. Ensuite, il y avait le système des Palestiniens. Les Palestiniens, comme les Palestiniens n'ont pas de patrie, alors les Palestiniens, c'est des élèves qui venaient et suivaient les cours sans être inscrits officiellement. Ah oui. Ah oui, sans être inscrits officiellement. Donc les classes étaient remplies, bondées. Voilà donc en gros la situation que j'ai trouvée ici. Je remercie ici le ministère quand même pour toujours aider. Vraiment, chaque fois que, et je remercie aussi les autorités du ministère, parce que chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, quand je m'adresse au ministère, j'étais satisfait. Je remercie aussi l'inspecteur d'académie qui m'a toujours soutenu. Qui m'a soutenu au point que, ici, dans ce lycée, nous avons fait redoubler un élève qui avait 10. Il avait 10 de moyenne, mais avec une très bonne moyenne au premier semestre, une moyenne qui chute à 7 au deuxième semestre, total 10, nous avons dit non. Et on l'a fait redoubler, ça a fait du bruit, les parents sont soulevés, c'est allé jusqu'au niveau de l'inspection d'académie, et l'inspection d'académie m'a soutenu. Donc on avait suffisamment de tables bancs et on mettait, s'il y a 20 élèves, 40 élèves, on met 20 tables bancs. Et ensuite on demande aux professeurs de veiller à cela, que si on fait un contrôle, si on trouve un élève, 3 élèves par table, vous expliquerez. Et on a dit aussi, il ne faut plus mettre ici des élèves irréguliers. Irréguliers. Une dame s'est entêtée. Elle a introduit au lycée un élève irrégulier. Le censeur, vraiment que je remercie, M. Bob, sérieux, travailleur, méthodique, engagé. Il était plus engagé que moi dans l'organisation et dans la bonne marche du lycée. Il a fait un contrôle, on a retrouvé l'élève. On lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit que c'est elle qui m'a mis ici. Je lui ai envoyé un blâme avec inscription au dossier. J'ai dit, si vous prenez ici un élève irrégulier, si vous dites que c'est le proviseur qui l'a mis là, je vous autorise à faire tout ce que vous voulez. Mais aussi, si on trouve ici un élève irrégulier, celui qui sera l'auteur de cela, même le ministère ne pourra pas nous départager. Et je le sanctionnerai fortement. C'est comme ça, soutenu maintenant par les professeurs qui contrôlaient, les surveillants généraux qui contrôlaient, qui veillaient à tout cela. Nous avons pu stabiliser les effectifs. Ensuite, je crois que nous avons été un des premiers lycées à organiser ce qu'on appelle les conseillers pédagogiques. C'est-à-dire, chaque discipline était érigée en conseil pédagogique. Les professeurs se réunissaient. On a fait ce qu'on appelle le calendrier prévisionnel. Parce que comme j'ai pu bénéficier devant, parce que j'ai été instituteur, parce que vous savez que les instituteurs font une prévision annuelle, prévision mensuelle, prévision hebdomadaire, et en fonction de ça, ils font maintenant le programme de chaque jour. Donc, et à bénéfice de ça, j'ai pu, avec eux, on a réuni tous les conseillers pédagogiques des disciplines et nous avons discuté. Dans toutes les disciplines et pour toutes les classes, il y avait ce qu'on appelle le calendrier prévisionnel. On savait que de l'ouverture à la fermeture des classes, il y avait une progression. On savait à tel moment, on devait être à tel. En mathématiques, dans telle classe, en histoire, géographie, en philosophie, on devait être à tel. De telle façon que nous organisions des devoirs en commun. Par exemple, tous les élèves, je prends un exemple, en mathématiques, tous les élèves de premier S2, le même jour, faisaient un devoir. Un seul devoir pour tout le monde. C'est le conseiller pédagogique de la discipline qui, avec les professeurs de la discipline et de la classe concernée, élaborer le sujet et on le faisait. Ça nous permet de contrôler aussi comment travaillent les professeurs. Parce que, toujours avec le censeur, vraiment, et je le remercie encore une fois, quand le devoir était fini, tous les professeurs qui n'avaient pas fait le devoir, on les appelait pour leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait le devoir? Parce que ça signifiait qu'eux, ils étaient en retard dans la progression commune. C'est parce qu'étant en retard dans la progression commune, ils ne pouvaient pas faire le devoir. Et
on lui faisait les remontrances nécessaires et les remarques nécessaires pour lui dire de rattraper, de faire tout pour rattraper, quitte à travailler les samedis et les dimanches, si c'est nécessaire. Qui permettait un peu d'avoir tous ces résultats. Vous avez été au lycée Malick Sy, qui est réputé être un lycée difficile. Ça, tout le monde le connaît, je ne critique rien. Est-ce que le fait d'avoir été là-bas vous a aidé dans la gestion de ces lycées? Ah oui, ça ne pouvait que m'aider, parce que j'ai tiré... En quoi? Mais parce que j'étais jeune quand j'allais au lycée Malick Sy, parce que je crois que j'avais 34 ans. Je m'en ai improvisé du lycée Malick Sy, j'avais 34 ans. Bon, il y avait mes erreurs de jeunesse. Et puis vous savez, la ville de Thiès, c'est une ville difficile d'abord. Ensuite, n'oublions pas que c'était sous le régime de Senghor, la fin du régime de Senghor, parce que je suis allé au lycée en 1979 avec toutes les oppositions. Senghor avait... C'était politique aussi, c'est-à-dire il y avait le syndicalisme, il y avait le Grand Sud-Est, le Grand Sud-Est avec les Mamadou Ndoye et tout cela. Il n'y avait pas encore l'UDEF, il y avait donc cette opposition. Ensuite, je suis tombé sur l'année de 1979-80, l'année du bac, où il y avait une grande crise entre l'État, disons, l'État et les enseignants. Et c'est l'année où on a dit saboter le bac, de donner à tout le monde 20. C'est ça, c'était le mot d'ordre, c'était de donner à tout le monde 20. Et il fallait faire face à tout cela. Il fallait enlever certains professeurs d'autorité, mettre d'autres. Il fallait reprendre recorriger les copies et tout ça. Donc, le lycée Limamou Laye, le lycée Malick Sy était vraiment, dans tout le Sénégal, c'était le lycée où il y avait le plus de troubles et de remous. Et aussi les élèves, parce que n'oublions pas qu'à ce moment, il y avait Anne Dief. Beaucoup de membres du gouvernement actuellement étaient des élèves. Je les ai eus, ils étaient dans le Dief. Et qui donnaient comme bon donne, il faut détruire l'école. Le bon donne, c'était ça. Donc j'ai dû faire face à tout cela. Et donc quand j'ai quitté, ensuite je suis allé à Confémed, je suis allé avec M. Diboka dans différents ministères. Tout ça m'a fait une expérience, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan de l'administration. Sur le Confémed, nous allons y revenir tout à l'heure, puisque vous avez été secrétaire général de la conférence des ministres de l'Éducation nationale. Mais avant tout cela, ici à Limamou Laye, qu'est-ce qui dans l'environnement vous a le plus posé de difficultés pour mettre en œuvre la politique, la vision que vous aviez pour redresser les lycées? Bon, moi, c'est pas dans l'environnement immédiat. Au sein de l'établissement, d'abord, c'était le foyer. Le foyer. Je vous raconte une anecdote, madame. Un jour, il y avait une réunion du foyer. Et moi, je voulais assister à tout, parce qu'il fallait les surveiller. Je suis venu avec Bao, M. Bao, surveillant général, qui est vraiment aussi quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a tout soutenu, et qui acceptait même de se sacrifier physiquement pour la bonne marche du lycée. Bon, on est allé avec les élèves. Vous savez, il y avait l'argent. C'était vraiment, c'est dommage, c'est l'argent. À chaque fois que, parce que les gens étaient au foyer, c'est surtout parce qu'il y avait une quote-part d'économisation des élèves qui étaient au foyer. Ensuite, il y avait les manifestations qu'on faisait, tout ça. On était avec les élèves. Ils se réunissaient. Mais à un moment, ça a chauffé. Mais j'ai vu tous les élèves courir pour sortir. Et chacun est revenu avec un coupe-coupe. Oui, j'étais là avec M. Bou. Chacun. Ce qui s'est passé, c'est qu'en venant, chacun avait enterré tout autour du foyer, chacun son coupe-coupe. Et quand ça a chauffé, ils sont sortis et chacun est revenu avec un coupe-coupe. Les élèves? Les élèves, ça, je vois encore ça. Et j'étais seul avec M. Bou pour les raisonner, pour leur parler, pour leur étudier l'ordre de s'asseoir et de cesser tout cela. Donc, mais comment on a pu mettre fin à cela? On a pu obtenir, on a fait une campagne, toujours avec l'équipe, les surveillants généraux, les surveillants et certains professeurs, pour dire que maintenant, pour être membre du bureau du foyer, il faut avoir la moyenne de l'année précédente. Parce qu'on a vu que ce sont les plus mauvais élèves, des élèves qui étaient à la porte du lycée pour sortir, qui étaient toujours le foyer. Bon, ils ont résisté, mais la pression était telle qu'on a accepté. Et c'est depuis que vraiment on a instauré ce système, que seul est membre
Seuls sont membres du bureau du foyer. Les élèves qui, l'année précédente, avaient obtenu la moyenne et qui passaient en classe supérieure, on a eu maintenant un foyer constitué de bons élèves. Et c'est là que un des membres qui s'est le plus fait remarquer, Tunkara, c'est en ce moment que nous avons eu un foyer qui collaborait, qui coopérait et qui nous aidait. Vous avez commencé instituteur, vous l'avez dit, on l'a également vu là, dans le reportage. Vous êtes passé dans l'enseignement secondaire et à des postes clés, comme proviseur. De la station où vous êtes, et aujourd'hui quand vous regardez ce qui est devenu le système scolaire, à votre avis, à quel moment cela a flanché et qui a fait qu'aujourd'hui le système est complètement décrié? Aussi bien les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, personne n'est plus satisfait de ce système, surtout pour ce qui est de l'école publique. Ouais, je crois que c'est à partir des événements de 68. Ça remonte à loin. Les événements de 68, que ça a commencé, l'État a commencé à relâcher. Et aussi bien les élèves, les enseignants, que les étudiants ont commencé à changer. Parce qu'avant, nous, par exemple, quand nous étions au lycée, moi, je n'ai connu toute ma scolarité, je n'ai connu qu'une demi-journée de grève. Et c'était un samedi matin. Et nous avions grévé parce qu'on avait exclu définitivement, en cours d'année, un de nos camarades, Bakary Dion, qui était de Guéguédéo. Et c'est ça. Et une demi-journée de grève. Nous, ce qu'on désignait du doigt quand nous étions élèves, c'est les meilleurs élèves. Comme Elhaji Ibrahim Mandaou, qui a été directeur dans Sénélec, par exemple. Comme Moussa Bar, qui est de Nioro. Comme tant d'autres. Et on les admirait et on voulait être comme eux. C'était ça. Mais à partir de 1968, ce qu'on dit du doigt, ce sont ceux qui organisent le mieux les grèves. Et l'État aussi n'a pas pris les mesures qu'il fallait. Parce que, d'abord, dans le recrutement, on a recruté n'importe qui dans l'enseignement. Et je dis, et j'en suis convaincu, que n'importe qui n'est pas fait pour l'enseignement. L'enseignant, c'est un être particulier. C'est un sacerdoce. C'est un être qui, dans son travail, dans son engagement, dans sa vie familiale, dans sa vie publique et privée, doit être un exemple. Absolument. Et c'est ça. Maintenant, quand tout le monde, quand par exemple, et dans son habillement, quand le proviseur Sow, qui était à Ziguinchor, a eu des difficultés parce qu'il a sanctionné, il a eu des problèmes avec un professeur qui est venu en classe avec des sandales. Le professeur n'a pas venu en classe avec des sandales. C'est un comportement parce que vous, les élèves copient sur vous, vous êtes un modèle, vous êtes une référence. Vous devez donc, dans tous vos gestes, à tout moment, dans votre vie, vous rappeler et vous dire que moi, je suis un enseignant. Vous savez, moi, quand je discute avec vous, jurez tout cela. Si je vous dis, écoutez, moi, je suis un enseignant, ça veut dire que je ne fasse plus. Et que ce que je dis là, c'est la vérité et que j'admets difficilement qu'on remette ça en question. D'accord. C'est ça l'enseignant. Et c'est parce que aussi dans le recrutement, il y en a recruté n'importe qui, dans la formation, également. Tous les enseignants qui ont été recrutés par le biais du BPC d'avant ou d'FM, plus 4 ans à l'école de balle régionale. Donc ils ressortent avec Bac plus 1, ont été d'excellents. Mais on a fermé les écoles sous prétexte de je ne sais quoi, d'économie, avec la Banque mondiale, tout cela. Là, on a fermé tous les internes. Il y a eu un rabais dans la formation des enseignants, aussi bien dans la formation initiale. Et ça s'est répercuté. Et ensuite, on n'a pas fait attention. On a fait du recrutement politique. Il faut avoir le courage de le dire. Malheureusement. On a fait du recrutement politique. Des gens qui ont rompu avec l'enseignement, avec les classes depuis des années, qui ne parlent même plus correctement le français, qui n'ont plus un niveau intellectuel, on les a mis dans l'enseignement. C'était un troupeau. C'est le terme qu'il faut utiliser. Malheureusement. C'est ça qui a fait que maintenant, aujourd'hui, et ça c'est la faute de l'État. Le système en déliquescence. En déliquescence, et c'est ça qui a connu jusqu'à maintenant. Donc il faudrait que l'État fasse une reprenne ses responsabilités. Vous avez été à la Confemède comme secrétaire général. Les gens ne connaissent pas trop cette structure. Qu'est-ce que des structures de ce genre peuvent apporter à l'enseignement d'un pays, puisque cela regroupe les pays francophones? Oui, la Confemède maintenant, son rôle, c'est de réfléchir. C'était créé en 1960. En ce moment,
les systèmes éducatifs étaient fragiles. On venait d'avoir notre indépendance. Il fallait quand même... Les budgets des États n'étaient pas consistants. Il fallait donc qu'il y ait un système, une institution qui aide les États sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la production de documents, des équipements. Et c'est ça le rôle de la Confébène. C'est d'être à côté des États membres, qui étaient 26 au moment où j'y allais. Maintenant que je vois, ils sont 40. Je vois qu'ils sont 40. Hein, et il y a un président en exercice qui est un ministre. Il y a le secrétaire général, le secrétaire technique permanent qui était à Dakar, et avec le siège. Il y avait un secrétaire général et il y avait dans chaque pays un correspondant national. Et le secrétaire technique permanent, qui avait plusieurs directions, aussi bien direction administrative, financière que technique et pédagogique, en relation avec les correspondants nationaux et les experts des pays membres, élaborer des documents, qui permettent organiser des projets et tout cela pour aider les systèmes éducatifs des pays francophones qui étaient membres de la Confébène. Vous avez, on l'a vu dans le reportage, vous l'avez également évoqué tout à l'heure, vous avez été pendant plusieurs années dans le cabinet de M. Djibo Letika, comme ministre. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est la politique? C'est de l'amitié? Et qu'est-ce que cela a eu comme conséquence dans votre métier en tant qu'enseignant? C'est de l'amitié, c'est la politique, mais ce qui est plus fondamental, ce qui a fait que moi... D'ailleurs, je ne pouvais être conseiller technique que de Djiboka. Pourquoi? Ça, mais parce que, moi, pour être conseiller technique de quelqu'un, d'un ministre, il faut que je l'admire d'abord. Je ne peux pas travailler sous l'autorité de quelqu'un que je n'admire pas. Je pense que c'est un travailleur que je respecte. Je pense que c'est un sérieux travailleur engagé dans ce qu'il fait. Quand il était à l'éducation nationale et que vous étiez chargé des questions pédagogiques, qu'est-ce que vous avez eu à faire, disons, dans le système, que vous avez eu à proposer ou que vous avez à apporter pour améliorer ce système qui, comme vous l'avez dit, a déjà commencé à s'étioler depuis 1968? Oui, c'est-à-dire ce que nous avons ébauché. C'est ça qu'il faut dire. Parce que M. Djiboka n'a fait que 11 ans, je m'excuse, 11 mois au ministère de l'Éducation nationale. Mais vraiment, il a secoué le cocotier dans ces 11 mois-là pour entacher des réformes. Il faut voir que la loi d'orientation, qui est la base du système éducatif, qui donne toutes les orientations, les objectifs et tout cela, la loi d'orientation qu'on a trouvée, et Djiboka est venu en 1991, c'était la loi d'orientation de Senghor. En 1991. Qui, je pense même, a été rédigée de la main de Senghor. Donc, on s'est attaqué à cela, avec le doyen de l'hygiène d'alors, M. Diaw, avec qui nous avons fait un excellent travail. Donc, on s'est attaqué à la loi d'orientation. Et nous avons travaillé, nous avons pensé un nouveau système éducatif, parce que c'est ça le rôle de la loi d'orientation, donner les grandes orientations, et ça a été voté. Tenez-vous bien, Djiboka a quitté le ministère de l'Éducation en 1991, jusqu'au moment où le régime socialiste chutait en 2000, on n'avait pas pris les décrets d'application. De 1991 à 2000. On n'avait pas pris les décrets d'application. Ensuite, maintenant, ce à quoi nous sommes attaqués aussi, on était en train de... Parce qu'il faut avoir un bon système éducatif. Parce que ce qui est important, c'est l'espace scolaire. Tout à fait. Il faut discuter, élaborer et faire appliquer un bon espace scolaire. Et toujours avec M. Diaw, vous avez consulté un groupe de travail pour redéfinir l'espace scolaire. Ça a pris trop de temps. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de terminer. Et ensuite, ce qui est très important, le fonds de financement de l'éducation nationale. On parle, je crois, j'ai entendu l'autre jour, on dit que il faut des taxes sur les salaires, parce que l'État ne peut pas tout faire. Si vous voulez un système performant, il faut venir au secours du budget de l'État. Et il avait eu l'intelligence, déjà, à cette date-là, de penser au financement de l'éducation nationale et à la mise sur pied d'un fonds
de financement de l'éducation nationale. Malheureusement, avant je ne sais pas, les gens on m'a dit tout ce qu'ils trouvent, ils disent que c'est pas bon, ils donnent un coup de pied, et puis il faut autre chose. On n'a plus parlé du fonds de l'éducation nationale. Et si on avait conduit la réflexion, aujourd'hui on n'en serait pas là, presque 30 ans après, à dire il faut à parler encore du financement de l'éducation nationale. L'éducation, tout à fait. Avant-dernière question, puisque nous sommes au bout de l'émission, il y a peut-être une chose que je ne suis pas seul à ne pas comprendre. C'est les systèmes qui changent au niveau de l'école. On a presque l'impression, surtout depuis les 15 dernières années, que chaque 2 ans ou chaque année, on change le système. Les enfants ne se retrouvent pas, les parents d'élèves ne se retrouvent pas. Si je prends notre exemple, nous, notre génération, on est passé par la méthode CLAD. Après, il y a eu d'autres méthodes. Plusieurs méthodes d'enseignement sont passées. Qu'est-ce qui explique ces changements fréquents et qui font que presque tout est perturbé, personne ne se retrouve? Mais quand c'est perturbé, quand le système est perturbé, je vous ai dit que depuis 1968, ça a commencé à dégringoler tout cela. Car vous ne pouvez pas bâtir sur du mouvant. Absolument. Vous ne pouvez bâtir rien de solide sur du mouvant. Il faut que ce soit stable pour que vous puissiez travailler. Vous êtes passé au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ce n'est pas le ministère même qui n'est pas stable, qui puisse... Mais c'est le système. Je ne peux pas parler du ministère. C'est un système éducatif qu'il faut repenser. Mais qui est élaboré par le gouvernement. Oui, qui est élaboré par le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est pas seulement le ministère de l'Éducation nationale. Et si vous voyez toutes les perturbations, pratiquement, quand même, il faut le reconnaître, toutes les perturbations du système éducatif ne proviennent pas généralement du ministère de l'Éducation nationale. Si on cherche les responsabilités, c'est un autre ministère qui est responsable. Donc, il y a la solidarité gouvernementale. Qui fait défaut. Oui, en tout cas... C'est à revoir. C'est à revoir. Il y a la solidarité gouvernementale et ça sous maintenant la coordination du ministre du Premier ministre. La coordination du Premier ministre. Nous allons terminer par cette rubrique qui est consacrée au Conseil, puisque nous avons désormais dans cette saison de champions, de demander à nos invités qui sont des références, qui sont des modèles dans les domaines où ils sont, comme les M. Diop dans le domaine de l'éducation. Vous avez suivi son parcours, vous avez entendu tout ce qu'il a eu à dire par rapport au combat qu'il a eu à mener dans le domaine précisément de l'éducation. Aujourd'hui, on l'a répété et rebâché même, l'éducation et le système est en déliquescence. Aujourd'hui, vous avez parlé des enseignants de troupeaux qui ont été menés dans l'enseignement et qui ont contribué un peu à le dévaloriser. Aujourd'hui, devant les jeunes élèves, les jeunes étudiants, mais également les enseignants, quels conseils vous pouvez leur donner pour que ce métier qui est noble puisse retrouver son lustre d'antan? Moi, si j'ai pris un conseil vraiment à donner, c'est à l'État que je dois donner le conseil. Parce que c'est l'État qui est responsable, au moins à 80% de ce qu'est ou ce que doit être le système éducatif. Parce que dans l'école, il y a plusieurs secteurs. Tout à fait. Il y a d'abord les enseignants, il y a les enseignants, il y a les parents d'élèves, il y a les élèves, mais il y a l'État. Et la grande responsabilité repose sur l'État. Il faudrait que l'État repense le système éducatif, repense ses objectifs, ses méthodes, ses structures, son mode de fonctionnement, son organisation interne, ses relations avec la société. C'est pour mettre sur pied un système éducatif performant. Parce que les enseignants, qui les recrutent? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui recrute des enseignants. Vous voir son système de recrutement. Il ne faut pas que ce soit des mots seulement pour dire que oui, l'éducation c'est à la base de société, et ne pas y croire. Il faut être convaincu que les pays qui ont émergé, les pays qui sont développés, les pays qui comptent dans le monde, bâtissent un bon système éducatif. Recruter les enseignants. Qui parlent déjà en bon français. Qu'ils parlent d'abord le français. Qu'ils parlent d'abord le français. Et ça, c'est très important. Ensuite, qu'on recrute des gens qui croient en l'enseignement. S'il faut même faire des tests psychopédagogiques, tout cela, des tests en tout cas,
pour déceler la vocation d'enseigner, qui peut prendre l'enseignement comme un sacerdoce. Je dis, et je l'ai toujours dit, à moi-même, ensuite, à mes professeurs, à mes collègues aussi, que l'enseignant ne cherche pas à être riche. Si vous voulez être riche, il faut faire comme a fait Bayero Wade. Quand nous étions étudiants, nous étions là à nous gargariser de négritude, de choses africains à hauteur d'homme, de penser par soi-même, pour soi-même, de s'enraciner avant de s'ouvrir. Les thèses de Senghor. Il nous a dit, vous, attendez, vous là, vous rêvez. Moi, je veux avoir de l'argent. Et il nous a laissé là-bas avec nos théories. Il est allé chercher de l'argent, il est devenu un expert comptable et il s'est fait de l'argent. Donc, si on veut avoir de l'argent, il ne faut pas embrasser l'enseignement. Il faut savoir que l'enseignement, c'est un sacerdoce. Et il faut accepter d'être un complexe, un exemple, un modèle. Il faut accepter d'être, comme on dit, le tiers-non et le maodo. Le tiers-non et le maodo. Voilà. Merci. Merci donc pour cette leçon. J'espère qu'ils entendront. C'est du gouvernement qui nous suivent sur la Sen TV pour cette émission Champion, qui, je rappelle, avait comme invité M. Souleymane Diop, ancien proviseur du lycée Limamoulaye, où nous sommes cet après-midi, ici dans la salle des professeurs. Merci M. Diop encore une fois pour votre disponibilité. Merci à tous ces publics qui sont vos amis, qui se sont déplacés, qui vous ont accompagnés. Merci. Et j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire qu'également, il a un autre champion chez lui, que tout le Sénégal connaît, Desagana Diop, basketteur qui est aux États-Unis. Juste des nouvelles de lui. Il a arrêté le il a arrêté en 2013, je crois. En 2013. En 2013, parce que son grand frère est là-bas, derrière. Il a arrêté en 2013 parce qu'il avait un problème de genou. Tout à fait. Et son médecin lui avait dit, on peut vous faire des gels, tout ça, des piqûres, mais si vous continuez à 50 ans, vous ne marcherez plus. Alors donc, il avait déjà fait 12 ans en NBA, donc il ne peut pas faire plus que ça. Il ne peut pas prouver rien de plus. Tout à fait. Et pour sa santé, il a abandonné. Maintenant, il est dans le coaching. C'est pourquoi d'ailleurs il ne peut pas venir en vacances. Il a projeté de venir en vacances, mais pris par ça, il ne vient pas. Il est dans le coaching maintenant. Dans le coaching, c'est très prenant. Au niveau de la NBA. Le Sagana, qui est également une fierté pour le Sénégal, il a commencé très jeune à la Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, il est au niveau de la NBA. Et vous l'avez entendu donc, son père, les dernières nouvelles qu'il a données de lui pour nos amis sportifs. Voilà, merci. Merci à tous. Merci à vous. Nos remerciements également à M. Mbaïsar, l'actuel proviseur de ce lycée Limamoulaye, que vous avez vu en reportage. Je voudrais dire aussi, si vous permettez. Tout à fait. Oui, parce que je le remercie lui aussi, j'avais oublié. Parce qu'il a trouvé un héritage. Il n'a pas fait comme les autres, balayer l'héritage et vouloir reconstruire, ce qui fait un être recommencement. Vraiment, il a surfé sur cet héritage et il l'a perfectionné. Pour ça, je le remercie. Il l'a confirmé d'ailleurs dans le reportage. Merci également à tout le personnel enseignant de ce lycée Limamoulaye. Merci encore une fois à notre sponsor Sénécartour qui nous accompagne dans cette saison 3 de Champions. Merci à l'équipe technique amenée par Mbaïsek qui a donc mis en boîte cette émission. Merci à l'équipe de FC Média. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un autre champion. Au revoir à tous. Sénécartour vous a offert votre émission Champion.